Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cette rentrée sur Opale TV en direct pour le grand retour de votre émission Tous Opale. En effet, chaque jour de 18h30 à 20h, nous vivrons ensemble l'actualité de la Côte d'Opale, notamment dans quelques instants avec votre journal d'information de la rédaction. Nous poursuivrons, comme la saison précédente, la mise en valeur d'un territoire à travers des reportages chez les habitants passionnés. Les grands rendez-vous, évidemment, de la Côte d'Opale ne seront pas oubliés puisque je recevrai en plateau celles et ceux qui font vivre notre littoral dans tous les domaines culturels, sportifs, touristiques ou encore associatifs. Aujourd'hui, juste après le journal, je vous emmènerai dans le Domarois à l'occasion de la manifestation Saint-Omer, capitale du légume, manifestation que vous allez pouvoir découvrir durant tout le week-end des 5, 6 et 7 octobre. Et justement, ce sera l'occasion pour nous de voir comment, entre autres, vit-on dans le Marais. Nous irons également faire un tour en Flandre, du côté d'Arnec, avec une association d'éducation à l'environnement. Voilà pour le sommaire, place à l'info avec votre journal d'information présenté par Frédéric Touchard. Bonsoir et bienvenue pour suivre votre journal de la Côte d'Opale. Nous sommes ensemble pendant un quart d'heure. C'est votre nouveau rendez-vous d'actualité sur Opale TV. Voici tout de suite le sommaire de cette édition du lundi 1er octobre. Une nouvelle hausse de tabac de 6,5% qui plombe le budget des fumeurs. Une pyramide de chaussures à l'initiative d'Handicap International. Enfin, Caroline Bonneface a été élue samedi Miss Flandre. Vous le savez, l'information du jour, c'est la confirmation par la direction d'ArcelorMittal de la fermeture définitive des hauts fourneaux de l'usine de Florange, déjà à l'arrêt depuis 14 mois. Le gouvernement a désormais 60 jours pour retrouver un repreneur. Nous sommes directement concernés à Dunkerque et les syndicats suivent de près l'évolution du dossier. Fabrice Jeannequin, vous êtes sur place. Fabrice, bonsoir. Quelle est l'ambiance ? Ah, un petit problème technique. Fabrice Jeannequin, en direct d'ArcelorMittal. Fabrice, quelle est l'ambiance ? Non, il ne nous reçoit pas. On le retrouvera certainement tout à l'heure. Ce 1er octobre est en même temps que le gaz, le tabac a subi une nouvelle augmentation ce matin, une hausse de 6,5% qui fait grimacer les clients des bureaux de tabac. Il faudra désormais débourser un minimum de 6,10 € pour un paquet. Nous sommes allés à la rencontre de ces fumeurs résignés. Reportage de Cédric Hardy. 40 centimes d'euros, c'est la hausse appliquée au paquet de cigarettes depuis ce matin. Une énième augmentation qui ne fait pas le bonheur des fumeurs, mais certains d'entre eux prennent cette décision avec philosophie. On a l'euro au prix d'hier. Voilà. Ça va être dur quand même. Alors 8,70. Ah bah c'est toujours pareil, on nous prend pour des pigeons. D'autres sont plus résignés, mais s'organisent. Pourquoi avoir pris une cartouche aujourd'hui au lieu de la prendre hier ? C'est pour les clients, voilà. Et les clients, ils paieront quand même 6,10 €. Bah, j'achète au mois en fait. J'achète mon tabac pour le mois et puis on se fixe un montant. Et puis il y a les révoltés qui craignent pour le petit commerce et un afflux massif vers la frontière belge. Parce que l'augmentation, les gens, ils iront aux frontières belges pour acheter leur tabac. Il y a une différence inimaginable. Moi, je ne comprends pas qu'on sanctionne, c'est les buralistes, malheureusement. On cherche la mort du petit buraliste. Alors, c'est inadmissible. Moi, je dis, le gouvernement, il se fait du pognon sur le dos des gens fumeurs. Quand même, les gens fumeurs n'arrêteront pas de fumer. Le prix du tabac pourrait encore augmenter dans les 5 années qui viennent. Une hausse applicable dans le cadre des politiques de santé publique. Je reçois ce soir sur le plateau Henri Delbecq, cardiologue et addictologue. Henri Delbecq, bonsoir. Cette hausse, c'est le moment d'arrêter de fumer ? C'est toujours le moment. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Ce que vient de dire Madame tout à l'heure, c'est un problème de santé publique. On ne peut pas admettre une poursuite de maladies et de morts prématurées du fait du tabac. Le chiffre fait froid dans le dos. 66 000 morts en France chaque année. Et en 2025, ça sera 160 000 morts. Et dans le monde, c'est 13 500 morts par tabac chaque jour. Donc, attention, le prix du tabac, c'est un vrai problème et je comprends très bien la colère notamment des buralistes parce que je me suis renseigné tout à l'heure chez un buraliste qui me dit qu'il y a 5000 bureaux de tabac qui ont fermé sur le périmètre des frontières de France. 5000. Alors, vous parlez d'une prise de conscience. Concrètement, comment fait-on pour arrêter de fumer ? Alors pour arrêter de fumer, je pense que ce qui compte, c'est d'abord d'avoir des motivations.
Il vaut mieux avoir des motivations pour sa santé avant que quand on est déjà malade, ou bien parce qu'on a des petits-enfants, ou bien parce qu'on en a marre de la dépendance, ou bien parce qu'on est essoufflé quand on est sportif ou pas sportif, ou bien parce que ça coûte. Mais finalement, moi, quand je reçois des personnes qui veulent arrêter de fumer, ce n'est pas le prix du tabac qui les arrête. Quand on aime, on ne compte pas. Hein, c'est de l'ordre d'un mois de salaire pour un petit salaire. Mais par contre, ça peut permettre, empêcher des jeunes de commencer ce prix. Alors ça, c'est le but un petit peu de l'augmentation systématique du prix du tabac. 6%, ça fait quand même 40 centimes de plus, hein, c'est beaucoup. Et pour un jeune, et du côté des jeunes, ça a un impact. Quand on l'a vu, une augmentation de 25% au moment du plan cancer en 2003, on a vu plonger le chiffre, parce qu'il y a un rapport étroit entre le prix du tabac et la consommation. Plus le tabac est élevé, et moins on fume. Alors justement, est-ce que dans les cabinets, on enregistre une augmentation des consultations pour arrêter le tabac au moment des hausses? Oui, écoutez, je crois que toutes les occasions sont bonnes. C'était votre question. À quel moment il faut s'arrêter? Le plus tôt possible, hein, c'est évident. Et le mieux, ça serait de ne pas commencer. Mais quand on est coincé, il faut essayer d'en sortir. Donc, pour revenir à la motivation, il y a plusieurs motivations. Puis après, il faut quand même le vouloir. Et puis après, il faut quand même essayer de trouver des aides. Or, aujourd'hui, moi j'ai commencé il y a quand même pas mal de dizaines d'années maintenant, d'aider les fumeurs. Eh bien, il y a des méthodes qui marchent, notamment les substituts nicotiniques, le fameux patch, quand on l'utilise bien. Mais oui, quand on l'utilise bien, parce qu'on voit certaines personnes qui enlèvent le patch, qui font fumer, qui remettent le patch. Oui, d'accord. Alors, je précise d'ailleurs qu'on peut très bien fumer, parce que ça, c'est une opinion très largement répandue, on peut parfaitement fumer avec un patch. Alors, ce qui est intéressant dans le patch, c'est que ça permet au moins déjà de réduire la consommation. Et en même temps, si on s'arrête, puis même si on ne s'arrête pas exactement tout de suite, ça permet quand même d'éviter le syndrome de manque. Le tabac, c'est une telle dépendance que quand on arrête, des fois, on n'est pas bien, on est nerveux, comme on dit, on est insomniaque et tout ça. On parlait de patch, des choses comme ça. Est-ce que psychologiquement, on peut avoir un suivi, une aide également? Alors là, je crois que quand on est bien coincé, et c'est malheureusement le cas le plus souvent, quand on est bien coincé, on a besoin quand même d'être soutenu dans ses efforts. Parce que motivation, certes, volonté, certes, mais il faut quand même de l'aide. Et souvent, la consultation d'aide aux fumeurs, ça permet de multiplier par 10 le nombre de gens qui arrêtent de fumer. Je ne dis pas que c'est 100%, il y en a qui commencent, mais c'est jamais perdu. Je crois qu'un entretien, éventuellement avec une aide psychologique, c'est bien. C'est bien. Mais je pense que les médicaments et d'autres méthodes plus discutables, enfin qui existent, l'hypnose ou l'acupuncture, ça marche. Et puis il y a encore d'autres médicaments qui sont apparus, mais ils sont plus coûteux et parfois avec des inconvénients. Le bupropion et puis la varenicline. Dernière question, est-ce qu'on ressent tout de suite les bienfaits de l'arrêt du tabac? Alors, rien que déjà, l'arrêt du tabac, en quelques jours, l'atout, l'essoufflement, les sifflements, c'est très rapide sur le plan pulmonaire. Et à terme, on retrouve du poids, on retrouve la forme, on retrouve l'éclat. Pour les jeunes femmes, c'est toujours intéressant d'être jolie et de plaire. Et puis, d'avoir plein de sous dans sa poche. Très bien, Henri Delbecq, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes cardiologue, addictologue. On en parlait tout à l'heure, ArcelorMittal a fermé définitivement ses hauts fourneaux de l'usine de Florange, à l'arrêt déjà depuis 14 mois. On retrouve Fabrice Jeannequin en direct d'ArcelorMittal Dunkerque. Fabrice, quelle est donc l'ambiance sur place? Bonsoir Frédéric. Alors ici aux abords de l'usine dunkerquoise, tout est plutôt calme. Des membres de la délégation CGT, le syndicat majoritaire ici à Dunkerque et Mardic, devraient rentrer ce soir vers 19h30 en train. Nous espérons d'ailleurs les recevoir en direct sur notre plateau un peu plus tard. Ils étaient 6 représentants locaux à assister ce matin au comité central d'entreprise où la nouvelle de la fermeture de Florange a été officialisée et confirmée. Nous avons joint cet après-midi Philippe Verbeek, délégué syndical CGT, qui nous a livré sa réaction. Alors pour lui, cette décision n'est évidemment pas une surprise, même si elle va à l'encontre du rapport Faure qui a été rendu au gouvernement fin juillet. Ce rapport qui concluait que l'usine était parfaitement viable compte tenu des marchés existants, y compris dans l'environnement immédiat de l'usine. Est-ce qu'il y a des craintes, est-ce que ça génère des craintes et des inquiétudes quant au sort des futures entreprises du groupe Mittal, et notamment sur le site de Dunkerque?
Oui, bien sûr, Frédéric, et là encore, rien de nouveau pour les syndicats. Pour eux, ArcelorMittal se désintéresse depuis longtemps et de manière, je dirais, chronique de la sidérurgie. Et pour ce groupe mondial, il n'est pas question de capacité de production, mais plutôt de gouvernance et de choix stratégiques. Selon M. Verbeek, depuis plusieurs années déjà, le groupe ne cherche plus à entretenir le niveau d'expertise de ses usines françaises, peu ou pas de remplacement des personnels compétents et aucun investissement pour l'innovation, le développement. Et ça pour toutes les usines du groupe, y compris celle de Dunkerque. Alors, on parle de 600 emplois menacés, mais semble-t-il pas de licenciement sec. Il est prévu de reclasser tout le monde. Est-ce que ça veut dire que des salariés de Florange pourraient arriver à Dunkerque ? Il est question en effet de mobilité sur base de volontariat des salariés. Alors si certains d'entre eux l'acceptent, ils devraient rejoindre les autres usines françaises du groupe. Cela reste à confirmer. Mais ce qui dérange le plus les syndicats aujourd'hui, c'est qu'ArcelorMittal prévoit déjà de lancer le processus de plan social de Florange à la mi-octobre. Cela sans même tenir compte de l'hypothèse de reprise de l'entreprise. Merci Fabrice, vous étiez en direct d'ArcelorMittal. Merci également à Fabien Bellouti et Thomas Viard. Et nous reparlerons de cette annonce normalement en fin d'émission Tous Opal en compagnie de Ludovic Peter, l'un des représentants syndicaux de retour de Paris. Vous avez sans doute croisé beaucoup d'étudiants, une valise à la main. Ce 1er octobre, c'est la rentrée universitaire. Nous allons consacrer toute cette semaine un dossier à cette rentrée. Pour ce premier volet, nous allons à Boulogne où, comme beaucoup d'étudiants, Quentin actuellement en Master 1 Tourisme, allie études et travail. La vie n'est pas facile. Reportage de Kelly O'Neill. Bonjour. Bonjour. Madame Michel. Oui, alors, Madame Michel, vous allez avoir la chambre numéro 25. Quentin paraît à l'aise derrière son comptoir et pour cause, voilà 4 ans qu'il travaille dans cet hôtel. D'abord en CDD, il a décroché depuis 1 an un CDI. Donc je suis à temps plein pour 39 heures. J'emploie en plus de mes études. Donc histoire de financer, de me faire plaisir à côté des études. Parce qu'en tant que jeune, il faut bien se faire plaisir, mais sans argent maintenant, on ne peut plus rien faire. Donc il faut bien travailler. Travailler pour financer ses études, un choix qui n'en est pas toujours un, mais qui peut aussi permettre aux étudiants de compléter leur CV. En Master 1 Tourisme à l'Université de Boulogne, Quentin désire faire carrière dans l'hôtellerie. Maintenant, les entreprises, bon, on a un diplôme, c'est bien, mais il faut avoir l'expérience maintenant. Après 8 heures de travail, Quentin retourne donc à ses cahiers. Loin de l'ambiance des hôtels chics, il prépare déjà ses prochains examens. Et là encore, il trouve des avantages à travailler en plus de ses études. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Donc là, en fait, je fais mes révisions pour l'examen de néerlandais. Et l'avantage en plus avec le travail, c'est que là-bas, comme il y a beaucoup de flamands, de néerlandais, je suis obligé de parler au moins un minimum de néerlandais. Donc ça aide. Question organisation, ce polyglotte qui parle aussi chinois, japonais et russe jongle comme il peut entre ses différentes obligations. Il se peut que je travaille soit le matin, entre 7h et 15h, soit l'après-midi, entre 15h et 22h. Les seuls horaires qui changent, en fait, c'est mes horaires de cours. Quentin a aujourd'hui trouvé son rythme. Il a accepté de faire certains sacrifices au prix de son autonomie. Bien que toujours installé chez son père, il tient à l'aider financièrement. Le reste de sa paye, Quentin l'économise pour son avenir, qu'il espère dans un hôtel dont il serait le patron. Deuxième volet de notre dossier rentrée universitaire. Demain, nous parlerons des étudiants étrangers qui viennent étudier sur la Côte d'Opale. Saint-Étienne-au-Mont a depuis hier un nouveau maire, Jean-Claude Judas, en place depuis 22 ans, a passé la main à sa première adjointe, Brigitte Passebosque, qui a été élue hier lors du conseil municipal. Brigitte Passebosque, originaire du Gers, vit à Saint-Étienne-au-Mont depuis 37 ans. Elle a avoué que c'était l'un des plus beaux jours de sa vie. Elle a désormais 18 mois pour convaincre les électeurs avant les prochaines municipales. Et ce matin, l'IUT de Calais a servi de cadre à une conférence sur les dangers de l'alcool, une conférence à destination des étudiants. Ce soir, une convention a été signée pour mettre en place une veille sanitaire liant notamment la commune, les parents, les éducateurs sportifs et le pôle urgence de Calais. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Voilà 18 ans qu'Handicap International donne rendez-vous aux citoyens une fois par an pour fabriquer ensemble une gigantesque pyramide de chaussures. 32 villes de l'Hexagone ont participé à cette opération, dont Coudekerque-Branche. La ville en a d'ailleurs fait un rendez-vous incontournable. C'est également l'occasion de parler du handicap à travers la présence de plusieurs associations sportives. Kelly O'Neill était sur place.
Elle est devenue avec le temps un symbole d'handicap international et du combat en faveur des victimes de bombes antipersonnelles. Une fois encore, la ville de Coudekerque s'est mobilisée et la pyramide de chaussures a atteint des sommets. Et ça a démarré il y a 7 ans parce que 3 élèves du collège Jules Ferry qui avaient entendu parler par leur prof de techno de handicap international ont fait la première pyramide qui faisait à peu près 50 cm dans la cour du collège. Depuis, la pyramide a bien grandi grâce aux bénévoles et aux habitants. 2000 d'entre eux ont aussi apporté leur soutien au combat mené par l'association à travers la signature d'une pétition. Alors, ces signatures sont destinées à faire pression sur les gouvernements. D'une part, les gouvernements qui n'ont pas signé les traités d'Oslo, entre autres, et d'Ottawa, sur l'utilisation, la vente, la fabrication de ces mines. Et d'autre part, faire pression sur les États qui ont ratifié ces traités, mais qui l'ont peut-être un peu oublié, leur rappeler qu'ils se sont engagés, entre autres, à aller déminer les terrains. Le déminage, une opération à haut risque, mise en scène ici par les bénévoles de la ville. Comme vous pouvez le constater, c'est une activité extrêmement lente et qui demande une concentration de tous les instants. Cette journée a été aussi l'occasion pour l'association de sensibiliser le public au handicap à travers des ateliers ludiques et des démonstrations d'handisport. Un grand sourire pour terminer ce journal. La Gravelinoise Caroline Bonneface a été élue Miss Flandre samedi à Saint-Paul-sur-Mer. Âgée de 19 ans, cette étudiante en prépa infirmière a été couronnée en présence de la célébrissime Geneviève de Fontenay. Elle représentera donc la Flandre lors de l'élection de Miss Prestige nationale. Je vous propose tout de suite de l'écouter au micro de notre confrère de Delta, Emmanuel Depecker. C'est toujours plaisant quand même d'être classée, mais alors de là à m'imaginer que j'aurais été élue, non, jamais. C'est une grande surprise. C'est vraiment génial, ça arrive qu'une fois dans une vie et je suis consciente que c'est une expérience géniale, extraordinaire et je compte en rater aucune miette, quoi. Je compte en profiter du début à la fin, vraiment, mais sans me prendre la tête. Et elle a bien raison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Juste après la météo, vous retrouverez Jérémy pour la suite de Tous au Pal. Ne manquez pas ce soir la première de notre nouveau magazine sportif Esprit du Sport, présenté par Fabrice Béder. Passez une excellente soirée. Après un week-end très ensoleillé mais frais, le temps va se dégrader cette semaine sur le nord de la France et la pluie sera de retour sur la côte d'Opale. Sur notre animation satellite, vous allez remarquer la perturbation qui arrive donc mardi soir sur le nord du pays. Elle va se généraliser apportant de la pluie mais aussi du vent qui devrait souffler en rafale, notamment en bord de mer. Donc sur l'Euro-région, c'est d'abord l'Angleterre qui sera touchée avec des pluies assez marquées, de bonnes rafales de vent, puis la Picardie, enfin le Nord-Pas-de-Calais et en toute fin de journée et dans la nuit d'ailleurs de mardi à mercredi, ce sera au tour de la Belgique. Vous voyez, les températures sont assez homogènes sur l'ensemble du territoire. Si on zoome maintenant sur la côte d'Opale, le matin, le ciel est encore variable avec quelques éclaircies, mais très vite les nuages vont devenir plus menaçants, donnant déjà des ondées ici sur les 7 vallées et sur la région de Montreuil, le Touquet. Le vent, lui, soufflera en rafale à plus de 50 km à l'heure. Les températures, elles sont assez homogènes et assez douces au petit matin, entre 11 et 13 degrés. L'après-midi, les pluies vont se généraliser, cette fois sur l'ensemble de la région. Des pluies assez marquées, accompagnées toujours de bourrasques de vent. Il n'y a guère que l'extrême centre du pays qui sera un peu à l'abri, mais sur ces régions, notamment la région lilloise, puis enfin l'Avesnois, ce sera plutôt dans la soirée. Le vent, lui, continue de souffler en bourrasque. Les températures maximales, elles sont assez homogènes là aussi, sous ce couvercle de nuages, puisqu'il fera entre 16 et 17 degrés. La tendance pour votre semaine maintenant, de mercredi à jeudi, un ciel mitigé, puisque jeudi, retour d'éclaircies. En revanche, de vendredi à dimanche, la pluie sera de retour, avec des températures qui sont assez douces. Le vent, lui, commencera à faiblir seulement à l'approche du week-end. Donc l'automne s'installe doucement sur la côte d'Opale, mais c'est surtout la semaine prochaine qui devrait nous faire oublier l'été. À demain.
18h50, merci d'être avec nous pour votre émission Tous Opal. Nous sommes en direct, c'est la rentrée sur Opal TV du lundi au vendredi. Évidemment, nous allons vivre ensemble l'actualité de la Côte d'Opale. On vient de le voir il y a quelques instants avec le journal d'information et nous allons également vivre l'actualité sportive avec vous, Fabrice. Merci d'être avec nous sur le plateau de Tous Opal, l'actualité du week-end précédent et puis évidemment les prochains rendez-vous. On va commencer évidemment par un bilan du week-end sportif et notamment... Avant cela, nous allons évoquer ensemble le magazine sportif qu'on retrouvera tout à l'heure à partir de 20h30 sur Opal TV. Exactement, Jérémy. Bonsoir à tous. On va parler de cette émission qui arrive dans quelques minutes. C'est à 20h30, c'est Esprit du sport. Ça sera d'abord l'occasion de montrer les principaux résultats du week-end avec des résumés en images et des panneaux. Et on ira à la rencontre des sportifs de la Côte d'Opale, des sportifs, des clubs ou des manifestations. Ça durera à peu près une demi-heure et c'est à 20h30. C'est un rendez-vous que j'espère vous allez adorer, puisque ça peut être sympa, c'est du sport. Il ne faut pas le manquer. Voilà, à partir de 20h30 jusqu'à 21h, ce sera désormais tous les lundis sur Opal TV. Exactement. On va justement revenir sur l'actualité sportive du week-end avec notamment le triathlon d'Ardres. Oui, il y avait ce week-end le triathlon à Ardres, une belle étape, une belle épreuve que vous allez voir en images dans quelques secondes, qui est organisée par l'association 1, 2, 3 Ardrésie. C'était la 4e édition. Il y avait beaucoup de monde pour ce parcours qui était d'1 km 200 de natation dans une eau à 14 degrés. Il fallait y aller. Exactement. Et il y avait ensuite 30 km à vélo et 5 km à pied. Sachez que le vainqueur de cette édition, c'est Guillaume Hennemann qui vient de Gravelines. Il était déjà vice-champion régional. Il aime s'illustrer sur les parcours de la Côte d'Opale. Et sachez qu'en duathlon, c'est Jérémy Boulogne qui s'est imposé sous les couleurs de Calais-Saint-Omer. Et si on est allé également à ce rendez-vous, c'est que 3 des athlètes qui participaient à ce triathlon vont participer prochainement à l'Ironman d'Hawaï, mais on y reviendra dans un prochain numéro d'Esprit du sport. Très bien, on va poursuivre avec la Coupe de France et une surprise. Oui, la Coupe de France, c'était ce week-end avec de nombreux rendez-vous pour ce 4e tour. Quasiment tous les clubs hiérarchiquement supérieurs sont passés. 2 surprises, la première, c'est celle que vous évoquiez à l'instant, c'est celle de Grande-Synthe, vous le voyez à l'image, qui est tombée à Guînes. Guînes qui lui avait d'abord ouvert la marque par Zaït au bout de 15 minutes de jeu. Grande-Synthe a réussi à égaliser un peu plus après l'heure de jeu, à la 65e minute. On voit d'ailleurs ce but grand-saintois. Et c'est au pénalty que les 2 équipes ont dû se départager. Et là, la surprise, la beauté de la Coupe de France, c'est que la victoire est revenue à l'équipe de Guînes, grâce notamment à un excellent gardien qui a arrêté 3 tirs sur 5. Donc voilà une très belle performance. Et l'aventure continue pour Guînes. Les autres résultats, vous les aurez tout à l'heure dans Esprit du sport. Mais ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite les réactions des 2 entraîneurs, Emmanuel Clément pour Grande-Synthe et Jean-Marie Robe pour Guînes. C'est maintenant. Je ne sais même pas si on peut être déçu, sincèrement. Ou alors on est trop peu à l'être. On avait prévenu les garçons de la difficulté de ce match, de la qualité de cette équipe de Guînes. Mais on a tout sauf fait un match de Coupe de France. Donc maintenant place au championnat. Bravo à cette équipe de Guînes qui mérite amplement sa qualification, même si celle-ci s'est jouée à la loterie. C'était un match de Coupe de France. Ici, on les aime parce que on n'est pas. Enfin, moi, je suis pas au coup des torts parce qu'il y a 4 ans, on a éliminé Merck. Pareil, à l'époque, ils étaient en DH, ils étaient invaincus. Pas de but encaissé. Ils sont venus ici, ils sont repartis avec 2-1 battus. Donc normalement, je veux dire. Et puis aujourd'hui, comme dit Manu, je pense que de leur côté, il y a peut-être des gens qui n'ont pas joué le jeu. L'histoire du petit, quand on joue le petit, il faut se sublimer. On a failli, nous, de notre côté, passer à la trappe à l'âme. Et puis, on est passé au penalty aussi, difficilement. Donc, en espérant que on ait l'occasion de jouer encore une fois à la maison au prochain tour. Voilà. Et les prochains tirages, Fabrice, c'est pour quand? Eh bien, le tirage du 5e tour, c'est jeudi prochain à l'hippodrome de Marc. Et je vous retrouverai d'ailleurs, si vous voulez, pour vous donner quasiment en direct l'annonce des prochains matchs pour ce 5e tour jeudi soir. Effectivement, ce sera toujours dans cette émission Tous Opal en direct. Et on va terminer avec les rendez-vous sportifs pour les prochains jours. Oui, dès mercredi soir, il y aura du handball avec l'USDK qui aura un déplacement difficile en Bretagne pour affronter l'équipe de Cesson-Rennes. L'USDK qui va bien puisqu'elle est toujours invaincue dans son championnat de première division. Jeudi, un rendez-vous important à Calais, c'est l'Assemblée générale du club de Calais de volley, suite à l'annonce du président Jacques Watley qui a décidé de démissionner. Ça sera donc l'élection du nouveau président. Et on peut terminer avec un rendez-vous vendredi. Il s'agit de basket avec un déplacement difficile
pour l'ESSM Le Portel qui se déplace à Fos-sur-Mer. Merci, toujours fait avec passion évidemment cette chronique sport. Fabrice, merci d'être venu Merci à sur vous. le plateau. Évidemment, on vous retrouvera donc jeudi, comme vous venez de l'annoncer il y a quelques instants. Nous, évidemment, on se retrouve juste après la pause à 19h. Je rappelle que durant toute la semaine, nous mettons ensemble le Marais, nous mettons en valeur ensemble le Marais audomarois à l'occasion de la manifestation Saint-Omer, capitale du légume, qui aura lieu ce week-end. Nous verrons tout simplement comment est-ce qu'on vit dans ce Marais audomarois. A tout de suite, juste après la pause. Les saveurs de la Normandie s'invitent au Salon de la gastronomie de l'Aune-Plage du 5 au 7 octobre, salle Coluche. Une nouvelle déco, de nouveaux producteurs, un spectacle de cocktails volants, de la sculpture sur fruits et des dégustations. Du 5 au 7 octobre, venez faire le plein des saveurs au Salon de la gastronomie de l'Aune-Plage. Entrée gratuite. Renseignements à l'Office du tourisme au 03 28 27 39 00 ou sur launeplage.org. Capulco, le complexe aquatique, sportif et culturel de la Terre des Deux Caps, fête ses 2 ans. Grande soirée Aqua Night le samedi 20 octobre de 19h30 à minuit 30. Ne manquez pas ce véritable dance floor aquatique du jamais vu dans la région. Animation et cadeaux. Et le samedi 27 octobre, soirée Glenn Miller à 20h30 dans la salle culturelle avec le Big Band de Neufchâtel-Ardelot. Capulco à Marquise par la 16, sortie 36. Renseignements au 03 21 87 93 30 ou sur www.terredesdeuxcaps.fr. Depuis toujours, notre bassin minier est inscrit dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de le voir inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue en région Nord-Pas-de-Calais. Esprit du sport, c'est la nouvelle émission sport sur Opal TV. Retrouvez-nous tous les lundis à 20h30 pour découvrir les résultats du week-end, mais également aller à la rencontre des sportifs, des clubs et des manifestations qui ont lieu sur la côte d'Opale. Esprit du sport, c'est tous les lundis à 20h30 sur Opal TV. Merci de nous rejoindre pour votre émission Tous Opal. Je rappelle que c'est la rentrée sur Opal TV. Nous allons être ensemble en direct chaque jour de 18h30 à 20h. Cette semaine, coup de projecteur sur le Marais audomarois à l'occasion de la manifestation Saint-Omer, capitale du légume. Tout le monde va pouvoir se rendre à Saint-Omer justement ce week-end afin de découvrir une multitude de manifestations. On aura l'occasion de revenir là-dessus durant toute la semaine, évidemment. Nous découvrirons dans quelques instants comment vit-on dans le Marais et puis nous aurons la tête dans les étoiles grâce à vous, Julien Duquesne. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du planétarium et de la coupole d'Elfo. On présentera l'équipement dans quelques instants. Avant cela, justement, regardez ces très belles images du Marais audomarois et notamment du village de Clermarais, petit village situé au cœur de ce marais, dernier marais cultivé en France. Il s'étend sur 3500 hectares avec justement des terres partagées entre habitation, culture de légumes et canaux. Il se visite en croisière, à bord de barques à moteur ou à rame où l'on peut apercevoir les maraîchers qui continuent de cultiver, entre autres, vous venez de les voir, le chou-fleur de juin à octobre et l'endive en hiver. Et la faune et la flore justement est très riche dans ce Marais audomarois grâce à la réserve naturelle du Romelard étendue sur une centaine d'hectares. Le visiteur peut découvrir la biodiversité du Marais en se rendant à la Grange Nature, un lieu d'information à vocation pédagogique pour petits et grands. J'en suis sûr, Julien, vous êtes déjà allé découvrir cette Grange Nature. Oui. Et il y a également de nombreux chemins piétonniers où on peut se balader, faire de la randonnée, etc. et s'imprégner justement de cette ambiance si particulière du Marais. Partout, justement dans les canaux, on peut découvrir ces bateaux qui s'appellent tout simplement des escutes ou des back-off, des embarcations traditionnelles pour se déplacer à travers les canaux du Marais. Et durant toute la semaine, vous allez pouvoir découvrir l'univers d'un habitant du Marais qui nous fait partager ses coins secrets. Cette semaine, il s'agit de Frédéric Legris qui nous emmène justement à bord d'un petit bateau.
Ici, on se trouve juste à l'emplacement d'un ancien embarcadère de bateaux à rame que je connaissais lorsque j'étais jeune. C'était un des moyens de découvrir à cette époque-là, avant les motorisations, le Marais. On peut à nouveau faire cette découverte aussi avec des bateaux à rame ou même une escute, partir à la découverte du Marais dans des bateaux traditionnels. Il y a même aussi des visites guidées en back-off, motorisation thermique, et aussi depuis quelques mois, la possibilité même de faire comme dans le Marais Poitevin, découvrir le Marais avec des deux faiseurs de bateaux à la manière d'un gondolier, quoi. C'est les bons plans que je peux vous faire partager pendant la balade de Greathers. Voilà, avec Frédéric sur un bateau, Julien, on a l'impression d'être à Venise finalement. Ben, c'est l'avantage. Moi, j'ai la chance de travailler à côté du Marais, c'est vrai, à Elfaux. Et quand on n'habite pas le Marais audomarois ou quand on habite loin de la région audomaroise, j'habite à une demi-heure, et bien quand on découvre pour la première fois le Marais audomarois, c'est une surprise. On ne s'attend pas à avoir un joyau à quelques minutes finalement de son lieu d'habitation. Et pour tout vous dire, j'y étais encore la semaine dernière en back-off justement. Et il y en a qui vivent en permanence justement dans ce marais. On a suivi un des habitants qui est venu s'installer il y a à peu près 7 ans. Il s'agit d'un Anglais. Il a été charmé justement par cet endroit et notamment le Marais audomarois avec toutes ces couleurs qu'on vient de découvrir dans ce reportage il y a quelques instants. On va justement l'écouter parce qu'il nous fait partager son univers et puis sa vie au quotidien. Et c'est pas toujours facile. On l'écoute. Avec son look de biker et ce délicieux accent. Perry, bonjour. Bonjour Cédric, ça va? Très bien. Bon. Perry est à première vue un habitant du bayou, pourtant nous sommes au cœur du Marais audomarois. Ce citoyen anglais de 55 ans s'est installé sur une île dans le Marais d'Ambricourt en 2005 après avoir pratiqué tous les métiers du monde. Bonne chance. Co-fondateur de ID Magazine, la référence dans le milieu de la mode, il manage des groupes comme Duran Duran, Massive Attack ou encore Néné Chéri. Puis Perry visite le Mexique de long en large, revient en Angleterre où il lutte contre la création d'un aéroport. Dans ce combat, il rencontre des ornithologues passionnés qui lui parlent d'un marais dans le nord de la France. Première visite, premier émoi. Allez, disons-le, coup de foudre entre cet homme surbooké et l'espace naturel. My life has had very different chapters. J'ai connu différentes étapes dans ma vie et celle d'aujourd'hui me rend très heureuse. Être dans le Marais avec cette vie tranquille, une vie en contact permanent avec la nature et le cycle de la nature. Chaque jour est différent parce que la nature change avec les saisons. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Toujours, je dis au revoir à des amis qui migrent et bonjour à de nouveaux amis qui arrivent. Tous ces oiseaux de toutes sortes, tous ces amis viennent, s'en vont et m'apportent beaucoup de joie. Mais vivre sur un îlot dans le Marais, c'est aussi beaucoup de contraintes. C'est difficile, en particulier lorsqu'il faut amener des tuiles pour la maison, des briques ou des choses lourdes et encombrantes. Mais ce n'est pas si compliqué par rapport au plaisir que donne la vie dans le Marais. Le prix n'est jamais trop élevé, l'hiver est très dur, toute l'eau est gelée et je casse cette glace chaque jour et c'est froid. The winter here is very hard. This river, it's completely ice, and I break every day the ice. Mais en même temps, c'est très beau. But at the same time, it's beautiful. Pour les ordures ménagères organiques, Perry compte sur ses oies, canards, poules et composteurs. Pour le reste, c'est plus compliqué. One time each week, I visit. Une fois par semaine, je vais en centre-ville avec mes déchets plastiques et je les dépose au bon endroit. Alors pour garder le plaisir de vivre dans le Marais, Perry évite les déplacements inutiles, il élève ses oiseaux, cultive son potager et son verger aux 1000 saveurs, une quasi-autarcie, mais d'abord une philosophie. Pour moi, c'est important de vivre ici avec les canards, les poules et les oies. J'ai cette expérience de les nourrir, de les abattre et de les manger aussi. To dispatch them and to eat them, to be
d'être dans la réalité celle d'un être carnivore. An eater of the meat. The flowers, they bring the bees. Les fleurs attirent les abeilles et les abeilles pollinisent d'autres légumes et végétaux. Ici, dans le coin, il y a de fabuleux choux-fleurs, des endives. In this area, they have fabulous cauliflower, fabulous endives. Ce serait absurde pour moi de les cultiver, alors qu'autour de moi, tous mes amis en font pousser de magnifiques spécimens. Donc je cultive plutôt ce que je ne trouve pas localement ou dans les magasins. Par exemple, des courgettes exotiques d'Italie. For example, the courgette exotic, the exotic courgette of Italy. I have trees with apples, trees with pears, trees with the plums. Une vie de bohème, belle, simple et musicale. Elle est une magique courgette musicale. Eh oui, on ne s'ennuie pas avec notre ami. En plus, il est drôle. Ça demande toute une logistique quand même de vivre dans le Marais, mais ça n'est rien comparé justement au cadre de vie que nous offre ce Marais Audomarois. On le constatera durant toute la semaine. Justement, dans le Marais Audomarois, enfin à côté, vous travaillez à la Coupole d'Elfaux, vous êtes le directeur. Et puis depuis juillet 2012, vous êtes également le directeur du Planétarium qui a ouvert ses portes. Un nouvel équipement qui est venu s'ajouter justement à la Coupole, le Centre d'Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais. C'est surprenant quand même pour ce centre justement d'accueillir un planétarium. Quand les visiteurs viennent à la Coupole, ce qu'ils découvrent, c'est l'histoire d'un homme, ou plutôt d'un jeune homme, Werner von Braun. Quand il met au point la fusée V2 qui devait être lancée de la Coupole, il a 30 ans. Et cette fusée devait détruire le centre-ville de Londres. Et quand il est récupéré par les Américains, puisqu'il va être récupéré par les Américains à partir du 2 mai 1945, eh bien, il va permettre à l'homme d'accomplir le plus beau rêve au XXe siècle, le plus beau rêve pacifique, celui d'aller marcher sur la Lune. Et finalement, quand on vient à la Coupole, eh bien, on se rend compte qu'il y a un lien parfois paradoxal entre l'histoire d'un côté et les sciences, entre l'histoire dans ce qu'il y a de pire parfois avec cette fusée V2 et dans ce qu'il y a de meilleur avec le rêve un jour d'aller marcher sur la Lune. Et donc on le comprend bien en visitant ces deux équipements qui sont aujourd'hui complémentaires. Comment se présente justement cet outil ? C'est un planétarium qui est situé à l'accueil de la Coupole. On ne voit pas le dôme, puisqu'il existe un seul dôme, c'est celui de la Coupole. On y voit bien entendu plusieurs films qui sont à l'affiche, qu'on voit à l'écran. On a des maquettes qui sont présentes également dans le bâtiment d'accueil, autour d'Ariane, qui nous ont été prêtées par Ariane Espace. Et puis quand on arrive dans la salle, nous avons les animateurs qui nous accueillent pour une séance d'une quinzaine de minutes. Donc on met les lunettes, là on peut le constater. On met les lunettes puisque ce planétarium... C'est l'outil indispensable. C'est l'outil indispensable puisque ce planétarium est équipé du relief. C'est le seul dans le monde équipé de ce type de technologie. Donc plutôt que de regarder les étoiles, eh bien on vient les toucher aussi. C'est totalement fabuleux quand on pénètre dans cet outil. Est-ce qu'on a la même sensation que lorsqu'on va au cinéma finalement avec des lunettes 3D ? C'est le même résultat ? Non. C'est différent ? Non. J'ai été, comme beaucoup d'ailleurs, quelquefois surpris dans le mauvais sens du terme quand je regardais des films au cinéma. Il n'y avait pas l'effet 3D. Ici, c'est totalement différent. C'est la technologie, on vous cache l'œil gauche, l'œil droit, c'est de la stéroscopie active. Et puis quand vous regardez certaines planètes, quand vous regardez la première sortie dans l'espace, c'est Leonov en l'occurrence, vous avez l'impression de l'accompagner. Il y a quelque chose de fabuleux. Et on a vu par exemple des personnes, notamment des personnes âgées, être emportées par le voyage et puis laisser aller parfois les émotions. Finalement, c'est difficile d'aller par exemple sur la planète Mars ou dans l'univers, ça coûte très cher. Là, vous rendez ça accessible à tous ? Oui, aller dans l'espace, ça vous coûtera des centaines de milliers d'euros, mais là, ça vous coûtera le ticket d'une entrée et vous en sortirez enchanté. Très bien. En novembre et en exclusivité pour Opal TV, vous allez avoir une nouvelle exposition autour des photos d'Ariane Espace puisque vous travaillez en étroite collaboration avec eux. Oui, on travaille avec eux. On travaille en fait avec les 3 partenaires qui permettent à la fusée Ariane 5 de décoller, Ariane Espace, avec qui effectivement nous avons beaucoup d'échanges. On a eu par exemple le lancement en direct du 50e tir réussi d'affilée d'Ariane, c'était le 2 août dernier, avec Michel Chevalet qui était présent avec nous. Et eux vont nous mettre à disposition une exposition qui a été réalisée par le fils de Monsieur Chrétien, spationaute, donc qui est allé dans l'espace et qui est allé sur place réaliser de magnifiques photographies de Kourou. Donc c'est ce qu'on va présenter, ce sera présenté à Paris au mois d'octobre et puis au mois de novembre à la Coupole. Et le planétarium, c'est aussi un centre de ressources numériques avec la consultation d'archives sur place.
pour Oui, tous. On a énormément de photographies, on a plus de 12 000 photographies à la coupole, on a plus d'une centaine d'heures de films. On a aussi des personnes qui, quand les grands-parents disparaissent, parfois nous amènent aussi des photographies ou des textes. Donc on effectue ce travail de mémoire. Et aujourd'hui, c'est toujours ouvert finalement. Si depuis le 14 les téléspectateurs nous regardent et ils ont des documents, ils peuvent vous les apporter. Bien sûr, ils peuvent nous apporter ces documents. Il est important de continuer ce travail de mémoire quand on s'adresse à une génération qui n'a pas connu la guerre ou qui n'aura pas connu le témoignage de personnes ayant connu la guerre. Alors on va rester justement sur la partie témoignage et travail de mémoire, puisque la coupole continue ce travail durant toute l'année, notamment avec une nouvelle exposition temporaire dans le cadre de la commémoration nationale des rafles et de la déportation des Juifs de France en 1942, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique. Vous avez cette exposition temporaire donc, qui est visible jusqu'à l'année prochaine, en septembre 2013. On est allé justement découvrir lors du vernissage cette exposition et nous avons recueilli le témoignage de personnes qui malheureusement ont vécu ces rafles. On regarde tout de suite. Beaucoup d'émotions pour Roger Koenig et Willy Scharfmann ce soir-là. Ces deux hommes ne laissent rien transparaître, mais l'émotion était forte lors de la découverte de l'exposition intitulée 1942, le temps des rafles dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique. Roger et Willy sont des rescapés de la barbarie nazie. Ils ont bien voulu témoigner et revenir sur un passé lourd, douloureux et tragique. Roger n'avait alors que 15 ans. Eh bien, le matin, en se levant, il y avait un agent de police français qui était là devant la porte d'entrée, qui nous empêchait de sortir. Et mettons qu'il était environ 8 h du matin. Et vers 11 h midi, il y a une voiture, une traction noire qui est arrivée. Même, je crois qu'il y en avait deux même. Et ils nous ont conduits au centre de rassemblement. À l'époque, c'était un quartier qui s'appelle Fivelil, où il y avait des baraquements de la SNCF et gardés par la Feldgendarmerie. Et ces personnes viennent s'installer dans le Nord-Pas-de-Calais parce qu'ils cherchent à fuir d'abord la misère qui est présente en Pologne dans les années 20 et dans les années 30, donc elles cherchent une vie meilleure. Et d'autre part, elles cherchent également à fuir les pogroms et l'antisémitisme qui est présent également en Pologne. Ce 11 septembre 1942, les rafles s'organisent à Denain, Douai, Valenciennes, Lens-et-Lille. 535 Français et 513 Belges sont amenés à la gare Lille-Fives. Les SS prévoient de les envoyer au camp d'Auschwitz par le transport X. En 1945, on dénombre seulement 18 survivants. Un véritable cauchemar pour Willy, 6 ans à l'époque. Je suis un petit garçon qui... du moment où la Feldgendarmerie, c'est-à-dire la police allemande, pénètre dans l'appartement, ma mère me raconte, parce que c'est elle le témoin en réalité, me raconte que je pousse des cris. Je ne supporte pas cette situation de prisonnier. C'est la panique. Ces deux enfants doivent leur sort au courage des cheminots français qui leur permettent de s'échapper. Une histoire à revivre jusqu'au 15 septembre 2013 à la coupole d'Elfaux. Voilà, des témoignages évidemment, Julien, qui sont importants, surtout pour les nouvelles générations. On vient de voir deux personnes qui ont malheureusement donc, subi ces déportations. Vous me disiez hors antenne, lorsqu'on regardait le reportage ensemble, qu'il y en a un qui parlait pour la première fois en public. Oui, le premier qu'on a vu, M. Koenig, qui avait 16 ans au moment des faits, s'exprimait pour la première fois. Je peux vous assurer, pour l'avoir vécu à ce moment-là, qu'assister à un témoignage, voir la personne enfin livrer ce qu'il a vécu, ses émotions, c'est quelque chose d'incroyable. En tout cas, il y avait quelque chose qui se dégageait en particulier ce soir-là. On l'a bien vu évidemment dans le reportage. Évidemment, on pourra constater toute cette histoire qui est encore importante et qu'il faut garder et continuer à transmettre aux nouvelles générations. Donc ce sera jusqu'au 15 septembre à la coupole d'Elfaux. Je rappelle donc cette exposition 1942, le temps des rafles dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique. Merci Julien d'être venu sur ce plateau. On aura le plaisir de vous retrouver évidemment régulièrement dans cette émission Tous Opal et notamment la semaine prochaine pour la fête de la science. Oui. Voilà. Nous évidemment, on se retrouve juste après la pause. Je rappelle qu'il est 19h14. Nous sommes en direct. C'est la rentrée sur Opal TV. C'est le grand retour de votre émission Tous Opal jusqu'à 20h. Nous allons vivre ensemble l'actualité de la Côte d'Opale et dans quelques instants, nous découvrirons une exposition sur le design. À tout de suite.
Les saveurs de la Normandie s'invitent au salon de la gastronomie de l'Aune Plage du 5 au 7 octobre, salle Coluche. Une nouvelle déco, de nouveaux producteurs, un spectacle de cocktails volants, de la sculpture sur fruits et des dégustations. Du 5 au 7 octobre, venez faire le plein des saveurs au salon de la gastronomie de l'Aune Plage. Entrée gratuite. Renseignements à l'Office du tourisme au 03 28 27 39 00 ou sur launeplage.org. Capulco, le complexe aquatique, sportif et culturel de la Terre des Deux Caps, fête ses 2 ans. Grande soirée Aquanight le samedi 20 octobre de 19h30 à minuit 30. Ne manquez pas ce véritable dance floor aquatique du jamais vu dans la région. Animation et cadeaux. Et le samedi 27 octobre, soirée Glenn Miller à 20h30 dans la salle culturelle avec le Big Band de Neufchâtel-Ardelot. Capulco à Marquise par la 16, sortie 36. Renseignements au 03 21 87 93 30 ou sur www.terredesdeuxcaps.fr. Depuis toujours, notre bassin minier est inscrit dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de le voir inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue en région Nord-Pas-de-Calais. Après un week-end très ensoleillé mais frais, le temps va se dégrader cette semaine sur le nord de la France et la pluie sera de retour sur la Côte d'Opale. Sur notre animation satellite, vous allez remarquer la perturbation qui arrive donc mardi soir sur le nord du pays. Elle va se généraliser apportant de la pluie mais aussi du vent qui devrait souffler en rafale, notamment en bord de mer. Donc sur l'Euro-région, c'est d'abord l'Angleterre qui sera touchée avec des pluies assez marquées, de bonnes rafales de vent, puis la Picardie, enfin le Nord-Pas-de-Calais et en toute fin de journée et dans la nuit d'ailleurs de mardi à mercredi, ce sera au tour de la Belgique. Vous voyez, les températures sont assez homogènes sur l'ensemble du territoire. Si on zoome maintenant sur la Côte d'Opale, le matin, le ciel est encore variable avec quelques éclaircies, mais très vite les nuages vont devenir plus menaçants, donnant déjà des ondées ici sur les 7 vallées et sur la région de Montreuil, le Touquet. Le vent, lui, soufflera en rafale à plus de 50 km à l'heure. Les températures, elles sont assez homogènes et assez douces au petit matin, entre 11 et 13 degrés. L'après-midi, les pluies vont se généraliser, cette fois sur l'ensemble de la région. Des pluies assez marquées, accompagnées toujours de bourrasques de vent. Il n'y a guère que l'extrême centre du pays qui sera un peu à l'abri, mais sur ces régions, notamment la région lilloise, puis enfin l'Avesnois, ce sera plutôt dans la soirée. Le vent, lui, continue de souffler en bourrasque. Les températures maximales, elles sont assez homogènes là aussi, sous ce couvercle de nuages, puisqu'il fera entre 16 et 17 degrés. La tendance pour votre semaine maintenant, de mercredi à jeudi, un ciel mitigé, puisque jeudi, retour d'éclaircies. En revanche, de vendredi à dimanche, la pluie sera de retour, avec des températures qui sont assez douces. Le vent, lui, commencera à faiblir seulement à l'approche du week-end. Donc l'automne s'installe doucement sur la Côte d'Opale, mais c'est surtout la semaine prochaine qui devrait nous faire oublier l'été. À demain. Les saveurs de la Normandie s'invitent au salon de la gastronomie de l'Aune Plage du 5 au 7 octobre, salle Coluche. Une nouvelle déco, de nouveaux producteurs, un spectacle de cocktails volants, de la sculpture sur fruits et des dégustations. Du 5 au 7 octobre, venez faire le plein des saveurs au salon de la gastronomie de l'Aune Plage. Entrée gratuite. Renseignements à l'Office du tourisme au 03 28 27 39 00 ou sur launeplage.org. Capulco, le complexe aquatique, sportif et culturel de la Terre des Deux Caps, fête ses 2 ans. Grande soirée Aquanight le samedi 20 octobre de 19h30 à minuit 30. Ne manquez pas ce véritable dance floor aquatique du jamais vu dans la région. Animation et cadeaux. Et le samedi 27 octobre, soirée Glenn Miller à 20h30 dans la salle culturelle avec le Big Band de Neufchâtel-Ardelot. Capulco à Marquise par la 16, sortie 36. Renseignements au 03 21 87 93 30 ou sur www.terredesdeuxcaps.fr. Depuis toujours, notre bassin minier est inscrit dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de le voir inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue en région Nord-Pas-de-Calais.
Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre pour votre récit Mission Tous Opale. Nous sommes en direct, il est 19h19. Chaque jour, nous allons vivre l'actualité de la Côte d'Opale ensemble. Direction, une fois de plus, l'Audomarois avec l'espace 36, l'espace d'art contemporain qui organise une exposition jusqu'au 13 octobre avec le Fonds régional d'art contemporain. Avec vous, Benoît Varzy, puisque vous êtes directeur de l'espace 36 à Saint-Omer. Merci d'être avec nous ici sur le plateau de Tous Opale. Une exposition donc qui s'appelle Destroy Design. Une exposition qui montre qu'entre l'art contemporain et le design, finalement, la frontière est très proche et parfois difficile à cerner. Oui, alors très proche, ça c'est certain. Difficile à cerner, je ne suis pas vraiment d'accord. Effectivement, tout travail de médiation qu'on réalise au sein de l'Espace 36 nous permet d'avoir les retours directs du public. Et c'est vrai que cette exposition, là, donc, comme vous le dites, a été mise en place par le FRAC Nord-Pas-de-Calais, qui est donc à Dunkerque, pas loin d'ici. C'est une exposition internationale qui tourne, qui a vraiment pour fonction, pour réalité de faire l'actualité dans plusieurs pays. Elle a été montrée en Suisse, en Belgique dernièrement. Donc elle a fait le tour d'Europe finalement en quelque sorte. Et le mois prochain, elle est à Taïwan. D'accord. Ah oui, donc avant le tour du monde carrément. Oui, oui, avant Taïwan, Saint-Omer. Donc elle fait une petite embardée par l'Audomarois. Et donc ce qui nous permet, comme j'ai envie de dire comme d'habitude avec le FRAC, puisque ce n'est pas la première fois que l'Espace 36 travaille avec le Fonds régional d'art contemporain, ça nous permet de montrer des œuvres importantes de l'histoire de l'art contemporain au public audomarois. Et donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous. C'est vraiment la rencontre directe avec l'œuvre qui nous permet de travailler au mieux la sensibilisation à l'art contemporain. Alors, on les découvre, ces œuvres. Là, on a une première présentation d'une œuvre qui est donc dans vos locaux à l'espace 36 de Saint-Omer. On a des chaises, on a des choses assez surprenantes, des chaises suspendues notamment. Oui, là justement, on a le travail d'Isserman, le lien entre une chaise et une peinture directement. Donc on a l'objet de décoration, art contemporain, etc., le tableau sur le mur, oui, et puis en même temps, peut-être pas, entre guillemets, et ensuite on a l'objet meuble, l'objet meuble et design. Voilà, tout à fait. Donc cette œuvre est importante pour montrer les liens. Là, c'est plus difficile d'utiliser la chaise. Hein. Alors là, effectivement, et d'ailleurs justement, vous me dites ça, les jeunes enfants réagissent bien par rapport à la chaise. Donc cette installation, c'est le suicide des objets par Philippe Ramette, donc il y a un grand artiste français, puisque l'exposition rassemble des artistes du monde entier. Hein. Donc là, c'est un grand artiste français. Et vous arrivez à capter justement le public jeune, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup de oui, visiteurs. Ça c'est une caractéristique à l'espace 36. On a sur nos études publiques depuis 2005, 40% de moins de 20 ans. Donc on a effectivement un public ados et jeunes adultes très présent et très fidèle. Alors peut-être qu'ils ont été surpris comme moi lorsqu'ils ont découvert le nom de l'exposition Destroy Design. Ça veut tout simplement dire, pour ceux qui font de l'anglais, détruire. Ça véhicule finalement un message négatif. Alors c'est aussi dans l'idée finalement de détruire pour reconstruire. C'est ça l'idée aussi entre le lien de réflexion et de recherche entre l'art plastique, l'art contemporain et le design. Et justement pour revenir sur la chaise de Philippe Ramette, le suicide des objets, donc le fauteuil en fait, le fauteuil suicidé. On est sur cette idée-là finalement que une espèce de critique de la consommation par Philippe Ramette, avec cet objet qui se pend, mais c'est un objet en même temps, si on le regarde bien, et ça c'est notamment les lycéens professionnels qui l'ont remarqué très rapidement. Philippe Ramette a travaillé avec un artisan et il présente une chaise, un fauteuil qui est d'une grande facture artisanale en marqueterie. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très poussé au niveau de l'artisanat. Et ça a été en particulier mis en avant par le public. C'est surprenant de voir ce genre de choses finalement oui, mais à l'espace 36. Et justement, alors c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de design à l'espace 36. Il y en avait eu il y a plus de 15 ans. Mais du coup, l'intérêt vraiment majeur de cette expo, c'est ces liens entre l'art contemporain, l'art plastique et le design. Et certaines œuvres sont des œuvres vraiment design, comme avec Isserman où il y avait la chaise. Certaines œuvres sont vraiment des œuvres de plasticiens, comme le Philippe Ramette avec le suicide des objets, qui posent donc des questions sur le rapport à l'objet. En fait, le suicide de l'objet, finalement, on s'attache à ce fauteuil, ça nous met mal à l'aise quand on est adulte, parce qu'on pense à la mort, parce que finalement, on ne voit pas une chaise, on voit un être humain. Il y a une personnification de l'objet.
Et c'est aussi ça de ce dont l'artiste veut parler. Et c'est ce qu'on peut découvrir donc jusqu'au 13 octobre, évidemment, cette exposition Destroy Design à l'espace 36 de Saint-Omer. Vous aimez l'environnement, j'imagine, en habitant au cœur de l'Audomarois. On en parle depuis le début de cette émission. Eh bien, ce week-end, vous allez pouvoir faire un tour, non pas dans l'Audomarois, mais en Flandre, avec une association, l'association au Jardin du Cygne, qui organise, notamment avec une autre association de Flandre, l'association Outland Nature, qui est installée à Warmouth, qui organise des ateliers. Donc, ce sera à Warmouth, des ateliers pour la fête de l'environnement, une première fête organisée par le Pays des Moulins. L'occasion pour nous justement de découvrir les activités de cette association d'éducation à l'environnement, une association donc au Jardin du Cygne basée à Arnec, et on en parle juste après. Par exemple ici, on voit des radis. Donc ici, la parcelle est occupée par des topinambours. Ici, en fait, c'est une serre qui est cultivée essentiellement en tomates. Il y a 2 carottes qui se promènent ici. J'adore cette parcelle parce qu'il y a vraiment de la diversité. Donc on a une ligne de poirées ou côtes de bête, de bled encore, des poireaux, des jolies betteraves qui ont été repiquées. Pierre Gillot dirige les Jardins du Cygne à Arnec depuis leur création en 2007. Sa mission, aider des 70 adhérents de l'association, agir pour la biodiversité en éduquant à l'environnement. Et ça commence bien sûr dès le plus jeune âge. On essaie de fouiller avec l'outil sans blesser les pommes de terre, sans les abîmer. Attention, regarde bien. On récolte, c'est-à-dire tout le travail qu'on a fait tout au long de l'année, on va en voir les fruits maintenant. Et donc pour les enfants, c'est vraiment important, ça les valorise, de voir que par leur travail, ils arrivent à faire pousser tous ces produits que nous offre la nature. Au fait, est-ce qu'il y a encore des fraises? Alors avant de commencer, on récolte les fraises et avant de les manger, on va les partager comme d'habitude. Qui n'a pas de fraises, levez la main. Alors, tu vas te mettre avec Paul, il y en a plein, il va partager avec vous. Toi, tu en as plein. Bah, si tu l'accueillis, c'est pour toi, mon grand. Tu vas voir, elle sera un peu acide. Bah, vous partagez. Okay. L'objectif, c'est déjà et avant tout de faire des habitants, les citoyens de demain, des gens qui vont respecter la nature et qui vont transmettre ces idées d'avoir son jardin, de manger des légumes par rapport à l'alimentation, de faire son compost, de gérer ses déchets. Oui, c'est la mission des Jardins du Cygne et du Club des jardiniers, c'est de leur transmettre le goût. L'association n'éduque pas seulement les jardiniers en herbe, elle accompagne les particuliers désireux de maintenir ou de développer une biodiversité chez eux en organisant des chantiers participatifs. Bonjour Monsieur Bourlicien. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. On a fait pas mal de salons sur, on va dire, l'environnement et les ressources en fait de la région, et du coup on est tombé sur le Jardin du Cygne, et puis qui nous a permis justement de créer un chantier et de ramener pas mal de personnes pour nous aider. Donc ici vous voyez, ce qui est intéressant au niveau de la gestion de cette mare, c'est que le pourtour n'est pas tondu systématiquement à ras. Donc les espèces comme les grenouilles, les insectes peuvent s'y cacher. On est quand même assez satisfait de ce qui peut être produit. Inculquer aux petits comme aux grands les bases de l'agriculture durable pour préserver l'environnement, les Jardins du Cygne sont en quelque sorte des défenseurs de la biodiversité.
Voilà, évidemment, cette association transmettra son savoir-faire ce dimanche 7 octobre à Warmouth, en Flandre, avec l'association Outland Nature à l'occasion de la fête de l'environnement. Et vous allez notamment pouvoir apprendre le fonctionnement de la grelinette. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Benoît. C'est tout simplement un outil qui permet de travailler donc, le sol sans le retourner. Médiation, transmission de savoir-faire, c'est la même chose à l'Espace 36. Oui, tout à fait. Vous êtes reconnu finalement. Il y a vraiment des liens de méthode de travail et de valeurs défendus par rapport, quand monsieur parlait de la citoyenneté, de rendre les gens acteurs finalement par la participation et de vraiment la sensibilisation et l'éducation dès le plus jeune âge. C'est effectivement essentiel et je m'y reconnais beaucoup. Oui. Voilà, et bien vous allez pouvoir faire un tour ce week-end, donc je le rappelle, le dimanche 7 octobre de 10h à 18h à Warmouth avec cette association, donc l'association au Jardin du Cygne. Merci Benoît d'être venu sur ce plateau. Merci de Tous m'avoir au Pal. invité. C'était un plaisir, on aura l'occasion évidemment de vous recevoir régulièrement dans cette émission. Voilà, nous on se retrouve évidemment juste après votre journal d'information présenté par Frédéric Touchard. Place à l'actu à partir de 19h50. On sera donc une fois de plus ensemble pour la suite de votre émission Tous au Pal. À tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue pour suivre votre journal de la Côte d'Opale. Nous sommes ensemble pendant un quart d'heure. C'est votre nouveau rendez-vous d'actualité sur Opale TV. Voici tout de suite le sommaire de cette édition du lundi 1er octobre. Une nouvelle hausse de tabac de 6,5% qui plombe le budget des fumeurs. Une pyramide de chaussures à l'initiative d'Handicap International. Enfin, Caroline Bonneface a été élue samedi Miss Flandre. Vous le savez, l'information du jour, c'est la confirmation par la direction d'ArcelorMittal de la fermeture définitive des hauts fourneaux de l'usine de Florange, déjà à l'arrêt depuis 14 mois. Le gouvernement a désormais 60 jours pour retrouver un repreneur. Nous sommes directement concernés à Dunkerque et les syndicats suivent de près l'évolution du dossier. Fabrice Jeannequin, vous êtes sur place. Fabrice, bonsoir. Quelle est l'ambiance ? Ah, un petit problème technique. Fabrice Jeannequin, en direct d'ArcelorMittal. Fabrice, quelle est l'ambiance ? Non, il ne nous reçoit pas. On le retrouvera certainement tout à l'heure. Ce 1er octobre est en même temps que le gaz, le tabac a subi une nouvelle augmentation ce matin, une hausse de 6,5% qui fait grimacer les clients des bureaux de tabac. Il faudra désormais débourser un minimum de 6,10 € pour un paquet. Nous sommes allés à la rencontre de ces fumeurs résignés. Reportage de Cédric Hardy. 40 centimes d'euros, c'est la hausse appliquée au paquet de cigarettes depuis ce matin. Une énième augmentation qui ne fait pas le bonheur des fumeurs, mais certains d'entre eux prennent cette décision avec philosophie. Là, on enlève au prix d'hier. Voilà. Ça va être dur quand même. Alors 8,70. Ah bah c'est toujours pareil, on nous prend pas des pigeons. D'autres sont plus résignés, mais s'organisent. Pourquoi avoir pris une cartouche aujourd'hui au lieu de la prendre hier? C'est pour les clients, voilà. Et les clients, ils paieront quand même 6,10 €. Bah, j'achète au mois en fait. Hein. J'achète mon tabac pour le mois et puis on se fixe un montant. Et puis il y a les révoltés qui craignent pour le petit commerce et un afflux massif vers la frontière belge. Parce que l'augmentation, les gens ils iront aux frontières belges pour acheter leur tabac. Hein. Il y a une différence inimaginable. Moi je ne comprends pas qu'on sanctionne, c'est les buralistes malheureusement. On cherche la mort du petit buraliste. Alors c'est inadmissible. Moi je dis le gouvernement il se fait du pognon sur le dos des gens fumeurs. Quand même les gens fumeurs n'arrêteront pas de fumer. Hein. Le prix du tabac pourrait encore augmenter dans les 5 années qui viennent, une hausse applicable dans le cadre des politiques de santé publique. Je reçois ce soir sur le plateau Henri Delbecq, cardiologue et addictologue. Henri Delbecq, bonsoir. Cette hausse, c'est le moment d'arrêter de fumer? C'est toujours le moment. Hein. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Ce que vient de dire Madame tout à l'heure, c'est un problème de santé publique. On ne peut pas admettre une poursuite de maladies et de morts prématurées du fait du tabac. Le chiffre fait froid dans le dos. 66 000 morts en France chaque année. Et en 2025, ça sera 160 000 morts. Et dans le monde, c'est 13 500 morts par tabac chaque jour. Donc, attention, le prix du tabac, c'est un vrai problème et je comprends très bien la colère notamment des buralistes parce que je me suis renseigné tout à l'heure chez un buraliste qui me dit qu'il y a 5000 bureaux de tabac qui ont fermé sur le périmètre des frontières de France.
5 000. Alors, vous parlez d'une prise de conscience. Concrètement, comment fait-on pour arrêter de fumer? Alors pour arrêter de fumer, je pense que ce qui compte, c'est d'abord d'avoir des motivations. Il vaut mieux avoir des motivations pour sa santé avant que quand on est déjà malade, ou bien parce qu'on a des petits-enfants, ou bien parce qu'on en a marre de la dépendance, ou bien parce qu'on est essoufflé quand on est sportif ou pas sportif, ou bien parce que ça coûte. Mais finalement, moi, quand je reçois des personnes qui veulent arrêter de fumer, ce n'est pas le prix du tabac qui les arrête. Quand on aime, on ne compte pas. C'est de l'ordre d'un mois de salaire pour un petit salaire. Mais par contre, ça peut permettre, empêcher des jeunes de commencer ce prix. Alors ça, c'est le but un petit peu de l'augmentation systématique du prix du tabac. 6%, ça fait quand même 40 centimes de plus, hein, c'est beaucoup. Et pour un jeune, et du côté des jeunes, ça a un impact. Quand on l'a vu, une augmentation de 25% au moment du plan cancer en 2003, on a vu plonger le chiffre, parce qu'il y a un rapport étroit entre le prix du tabac et la consommation. Plus le tabac est élevé, et moins on fume. Alors justement, est-ce que dans les cabinets, on enregistre une augmentation des consultations pour arrêter le tabac au moment des hausses? Oui, écoutez, je crois que toutes les occasions sont bonnes. C'était votre question. À quel moment il faut s'arrêter? Le plus tôt possible, hein, c'est évident. Le mieux, ce serait de ne pas commencer. Mais quand on est coincé, il faut essayer d'en sortir. Donc, pour revenir à la motivation, il y a plusieurs motivations. Puis après, il faut quand même le vouloir. Et puis après, il faut quand même essayer de trouver des aides. Or, aujourd'hui, moi j'ai commencé il y a quand même pas mal de dizaines d'années maintenant, d'aider les fumeurs. Eh bien, il y a des méthodes qui marchent, notamment les substituts nicotiniques, le fameux patch, quand on l'utilise bien. Mais oui, quand on l'utilise bien, parce qu'on voit certaines personnes qui enlèvent le patch, qui font fumer, qui remettent le patch. Oui, d'accord. Alors, je précise d'ailleurs qu'on peut très bien fumer, parce que ça, c'est une opinion très largement répandue, on peut parfaitement fumer avec un patch. Alors, ce qui est intéressant dans le patch, c'est que ça permet au moins déjà de réduire la consommation. Et en même temps, si on s'arrête, puis même si on ne s'arrête pas exactement tout de suite, ça permet quand même d'éviter le syndrome de manque. Le tabac, c'est une telle dépendance que quand on arrête, des fois, on n'est pas bien, on est nerveux, comme on dit, on est insomniaque et tout ça. On parlait de patch, des choses comme ça. Est-ce que psychologiquement, on peut avoir un suivi, une aide également? Alors là, je crois que quand on est bien coincé, et c'est malheureusement le cas le plus souvent, quand on est bien coincé, on a besoin quand même d'être soutenu dans ses efforts. Parce que motivation, certes, volonté, certes, mais il faut quand même de l'aide. Et souvent, la consultation d'aide aux fumeurs, ça permet de multiplier par 10 le nombre de gens qui arrêtent de fumer. Je ne dis pas que c'est 100%, il y en a qui commencent, mais c'est jamais perdu. Je crois qu'un entretien, éventuellement avec une aide psychologique, c'est bien. C'est bien. Mais je pense que les médicaments et d'autres méthodes plus discutables, enfin qui existent, l'hypnose ou l'acupuncture, ça marche. Et puis il y a encore d'autres médicaments qui sont apparus, mais ils sont plus coûteux et parfois avec des inconvénients. Le bupropion et puis la varénicline. Dernière question, est-ce qu'on ressent tout de suite les bienfaits de l'arrêt du tabac? Alors, rien que déjà, l'arrêt du tabac, en quelques jours, l'atout, l'essoufflement, les sifflements, c'est très rapide sur le plan pulmonaire. Et à terme, on retrouve du poids, on retrouve la forme, on retrouve l'éclat. Pour les jeunes femmes, c'est toujours intéressant d'être jolie et de plaire. Et puis, d'avoir plein de sous dans sa poche. Très bien, Henri Delbecq, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes cardiologue, addictologue. On en parlait tout à l'heure, ArcelorMittal a fermé définitivement ses hauts fourneaux de l'usine de Florange, à l'arrêt déjà depuis 14 mois. On retrouve Fabrice Jeannequin en direct d'ArcelorMittal Dunkerque. Fabrice, quelle est donc l'ambiance sur place? Bonsoir Frédéric. Alors ici aux abords de l'usine dunkerquoise, tout est plutôt calme. Des membres de la délégation CGT, le syndicat majoritaire ici à Dunkerque et Mardic, devraient rentrer ce soir vers 19h30 en train. Nous espérons d'ailleurs les recevoir en direct sur notre plateau un peu plus tard. Ils étaient 6 représentants locaux à assister ce matin au comité central d'entreprise où la nouvelle de la fermeture de Florange a été officialisée et confirmée. Nous avons joint cet après-midi Philippe Verbeek, délégué syndical CGT, qui nous a livré sa réaction. Alors pour lui, cette décision n'est évidemment pas une surprise, même si elle va à l'encontre du rapport Faure qui a été rendu au gouvernement fin juillet. Ce rapport qui concluait que l'usine était parfaitement viable compte tenu des marchés existants, y compris dans l'environnement immédiat de l'usine.
Est-ce qu'il y a des craintes, est-ce que ça génère des craintes et des inquiétudes quant au sort des futures entreprises du groupe Mittal, et notamment sur le site de Dunkerque? Oui, bien sûr, Frédéric, et là encore, rien de nouveau pour les syndicats. Pour eux, ArcelorMittal se désintéresse depuis longtemps et de manière, je dirais, chronique de la sidérurgie. Et pour ce groupe mondial, il n'est pas question de capacité de production, mais plutôt de gouvernance et de choix stratégiques. Selon M. Verbeek, depuis plusieurs années déjà, le groupe ne cherche plus à entretenir le niveau d'expertise de ses usines françaises, peu ou pas de remplacement des personnels compétents et aucun investissement pour l'innovation, le développement. Et ça pour toutes les usines du groupe, y compris celle de Dunkerque. Alors on parle de 600 emplois menacés, mais semble-t-il pas de licenciement sec. Il est prévu de reclasser tout le monde. Est-ce que ça veut dire que des salariés de Florange pourraient arriver à Dunkerque? Il est question en effet de mobilité sur base de volontariat des salariés. Alors si certains d'entre eux l'acceptent, ils devraient rejoindre les autres usines françaises du groupe. Cela reste à confirmer. Mais ce qui dérange le plus les syndicats aujourd'hui, c'est qu'ArcelorMittal prévoit déjà de lancer le processus de plan social de Florange à la mi-octobre. Cela sans même tenir compte de l'hypothèse de reprise de l'entreprise. Merci Fabrice, vous étiez en direct d'ArcelorMittal. Merci également à Fabien Bellouti et Thomas Viard. Et nous reparlerons de cette annonce normalement en fin d'émission Tous au Pal en compagnie de Ludovic Peter, l'un des représentants syndicaux de retour de Paris. Vous avez sans doute croisé beaucoup d'étudiants, une valise à la main. Ce 1er octobre, c'est la rentrée universitaire. Nous allons consacrer toute cette semaine un dossier à cette rentrée. Pour ce premier volet, nous allons à Boulogne où, comme beaucoup d'étudiants, Quentin, actuellement en Master 1 Tourisme, allie études et travail. La vie n'est pas facile. Reportage de Kelly O'Neill. Bonjour. Bonjour. Madame Michel. Oui, alors, Madame Michel, vous allez avoir la chambre numéro 25. Quentin paraît à l'aise derrière son comptoir et pour cause, voilà 4 ans qu'il travaille dans cet hôtel. D'abord en CDD, il a décroché depuis 1 an un CDI. Donc je suis à temps plein pour 39 heures. Et emploi en plus de mes études. Donc histoire de financer, de me faire plaisir à côté des études. Parce qu'en tant que jeune, il faut bien se faire plaisir, mais sans argent maintenant, on ne peut plus rien faire. Donc il faut bien travailler. Travailler pour financer ses études, un choix qui n'en est pas toujours un, mais qui peut aussi permettre aux étudiants de compléter leur CV. En Master 1 Tourisme à l'Université de Boulogne, Quentin désire faire carrière dans l'hôtellerie. Maintenant, les entreprises, bon, on a un diplôme, c'est bien, mais il faut avoir l'expérience maintenant. Après 8 heures de travail, Quentin retourne donc à ses cahiers. Loin de l'ambiance des hôtels chics, il prépare déjà ses prochains examens. Et là encore, il trouve des avantages à travailler en plus de ses études. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Donc là, en fait, je fais mes révisions pour l'examen de néerlandais. Et l'avantage en plus avec le travail, c'est que là-bas, donc, comme il y a beaucoup de flamands, de néerlandais, je suis obligé de parler au moins un minimum de néerlandais. Donc ça aide. Question organisation, ce polyglotte qui parle aussi chinois, japonais et russe jongle comme il peut entre ses différentes obligations. Il se peut que je travaille soit le matin, entre 7h et 15h, soit l'après-midi, entre 15h et 22h. Les seuls horaires qui changent, en fait, c'est mes horaires de cours. Quentin a aujourd'hui trouvé son rythme. Il a accepté de faire certains sacrifices au prix de son autonomie. Bien que toujours installé chez son père, il tient à l'aider financièrement. Le reste de sa paye, Quentin l'économise pour son avenir, qu'il espère dans un hôtel dont il serait le patron. Deuxième volet de notre dossier rentrée universitaire. Demain, nous parlerons des étudiants étrangers qui viennent étudier sur la Côte d'Opale. Saint-Étienne-au-Mont a depuis hier un nouveau maire, Jean-Claude Judas, en place depuis 22 ans, a passé la main à sa première adjointe, Brigitte Passebosque, qui a été élue hier lors du conseil municipal. Brigitte Passebosque, originaire du Gers, vit à Saint-Étienne-au-Mont depuis 37 ans. Elle a avoué que c'était l'un des plus beaux jours de sa vie. Elle a désormais 18 mois pour convaincre les électeurs avant les prochaines municipales. Et ce matin, l'IUT de Calais a servi de cadre à une conférence sur les dangers de l'alcool, une conférence à destination des étudiants. Ce soir, une convention a été signée pour mettre en place une veille sanitaire liant notamment la commune, les parents, les éducateurs sportifs et le pôle urgence de Calais. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.
Voilà 18 ans qu'Handicap International donne rendez-vous aux citoyens une fois par an pour fabriquer ensemble une gigantesque pyramide de chaussures. 32 villes de l'Hexagone ont participé à cette opération, dont Coudekerque-Branche. La ville en a d'ailleurs fait un rendez-vous incontournable. C'est également l'occasion de parler du handicap à travers la présence de plusieurs associations sportives. Kelly O'Neill était sur place. Elle est devenue avec le temps un symbole d'handicap international et du combat en faveur des victimes de bombes antipersonnelles. Une fois encore, la ville de Coudekerque s'est mobilisée et la pyramide de chaussures a atteint des sommets. Et ça a démarré il y a 7 ans parce que 3 élèves du collège Jules Ferry qui avaient entendu parler par leur prof de techno de Handicap International ont fait la première pyramide qui faisait à peu près 50 cm dans la cour du collège. Depuis, la pyramide a bien grandi grâce aux bénévoles et aux habitants. 2000 d'entre eux ont aussi apporté leur soutien au combat mené par l'association à travers la signature d'une pétition. Ces signatures sont destinées à faire pression sur les gouvernements. D'une part, les gouvernements qui n'ont pas signé les traités d'Oslo, entre autres, et d'Ottawa, sur l'utilisation, la vente, la fabrication de ces mines. Et d'autre part, faire pression sur les États qui ont ratifié ces traités, mais qui l'ont peut-être un peu oublié, leur rappeler qu'ils se sont engagés, entre autres, à aller déminer les terrains. Le déminage, une opération à haut risque, mise en scène ici par les bénévoles de la ville. Comme vous pouvez le constater, c'est une activité extrêmement lente et qui demande une concentration de tous les instants. Cette journée a été aussi l'occasion pour l'association de sensibiliser le public au handicap à travers des ateliers ludiques et des démonstrations d'handisport. Un grand sourire pour terminer ce journal. La Gravelinoise Caroline Bonneface a été élue Miss Flandre samedi à Saint-Paul-sur-Mer. Âgée de 19 ans, cette étudiante en prépa infirmière a été couronnée en présence de la célébrissime Geneviève de Fontenay. Elle représentera donc la Flandre lors de l'élection de Miss Prestige nationale. Je vous propose tout de suite de l'écouter au micro de notre confrère de Delta, Emmanuel Depecker. C'est toujours plaisant quand même d'être classée, mais alors de là à m'imaginer que j'aurais été élue, non, jamais. C'est une grande surprise. C'est vraiment génial, ça arrive qu'une fois dans une vie et je suis consciente que c'est une expérience géniale, extraordinaire et je compte en rater aucune miette, quoi. Je compte en profiter du début à la fin, vraiment, mais sans me prendre la tête. Et elle a bien raison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Juste après la météo, vous retrouverez Jérémy pour la suite de Tous au Pal. Ne manquez pas ce soir la première de notre nouveau magazine sportif Esprit du Sport, présenté par Fabrice Bédère. Passez une excellente soirée. Après un week-end très ensoleillé mais frais, le temps va se dégrader cette semaine sur le nord de la France et la pluie sera de retour sur la côte d'Opale. Sur notre animation satellite, vous allez remarquer la perturbation qui arrive donc mardi soir sur le nord du pays. Elle va se généraliser apportant de la pluie mais aussi du vent qui devrait souffler en rafale, notamment en bord de mer. Donc sur l'Euro-région, c'est d'abord l'Angleterre qui sera touchée avec des pluies assez marquées, de bonnes rafales de vent, puis la Picardie, enfin le Nord-Pas-de-Calais et en toute fin de journée et dans la nuit d'ailleurs de mardi à mercredi, ce sera au tour de la Belgique. Vous voyez, les températures sont assez homogènes sur l'ensemble du territoire. Si on zoome maintenant sur la côte d'Opale, le matin, le ciel est encore variable avec quelques éclaircies, mais très vite les nuages vont devenir plus menaçants, donnant déjà des ondées ici sur les 7 vallées et sur la région de Montreuil, le Touquet. Le vent, lui, soufflera en rafale à plus de 50 km à l'heure. Les températures, elles sont assez homogènes et assez douces au petit matin, entre 11 et 13 degrés. L'après-midi, les pluies vont se généraliser, cette fois sur l'ensemble de la région. Des pluies assez marquées, accompagnées toujours de bourrasques de vent. Il n'y a guère que l'extrême centre du pays qui sera un peu à l'abri, mais sur ces régions, notamment la région lilloise, puis enfin l'Avesnois, ce sera plutôt dans la soirée. Le vent, lui, continue de souffler en bourrasque. Les températures maximales, elles sont assez homogènes là aussi, sous ce couvercle de nuages, puisqu'il fera entre 16 et 17 degrés. La tendance pour votre semaine maintenant, de mercredi à jeudi, un ciel mitigé, puisque jeudi, retour d'éclaircies. En revanche, de vendredi à dimanche, la pluie sera de retour, avec des températures qui sont assez douces. Le vent, lui, commencera à faiblir seulement à l'approche du week-end. Donc l'automne s'installe doucement sur la côte d'Opale, mais c'est surtout la semaine prochaine qui devrait nous faire oublier l'été. À demain.
Les saveurs de la Normandie s'invitent au Salon de la gastronomie de l'Aune-Plage du 5 au 7 octobre, salle Coluche. Une nouvelle déco, de nouveaux producteurs, un spectacle de cocktails volants, de la sculpture sur fruits et des dégustations. Du 5 au 7 octobre, venez faire le plein des saveurs au Salon de la gastronomie de l'Aune-Plage. Entrée gratuite. Renseignements à l'Office du tourisme au 03 28 27 39 00 ou sur launeplage.org. Capulco, le complexe aquatique, sportif et culturel de la Terre des Deux Caps, fête ses 2 ans. Grande soirée Aqua Night le samedi 20 octobre de 19h30 à minuit 30. Ne manquez pas ce véritable dance floor aquatique du jamais vu dans la région. Animation et cadeaux. Et le samedi 27 octobre, soirée Glenn Miller à 20h30 dans la salle culturelle avec le Big Band de Neufchâtel-Ardelot. Capulco à Marquise par la 16, sortie 36. Renseignements au 03 21 87 93 30 ou sur www.terredesdeuxcaps.fr. Depuis toujours, notre bassin minier est inscrit dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de le voir inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue en région Nord-Pas-de-Calais. Esprit du sport, c'est la nouvelle émission sport sur Opal TV. Retrouvez-nous tous les lundis à 20h30 pour découvrir les résultats du week-end, mais également aller à la rencontre des sportifs, des clubs et des manifestations qui ont lieu sur la Côte d'Opale. Esprit du sport, c'est tous les lundis à 20h30 sur Opal TV. – 19h50, merci d'être avec nous pour votre émission Tous Opal. Je rappelle que c'est la rentrée sur Opal TV. Nous allons être ensemble chaque jour de 18h30 à 20h et nous allons vivre l'actualité fraîche. Il en est question puisque nous allons retrouver Frédéric Touchard avec un délégué syndical qui est de retour de Paris, délégué syndical d'ArcelorMittal. On a parlé tout à l'heure dans le journal de la confirmation par la direction d'ArcelorMittal de la fermeture définitive des hauts fourneaux de l'usine de Florange, déjà à l'arrêt depuis 14 mois. Nous avons sur le plateau ce soir Ludovic Puter, délégué du personnel CGT du site de Margui. D'ailleurs, vous descendez tout juste du train. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Comment vous réagissez à cette annonce du groupe Arcelor ? Je dirais que malheureusement, on n'a pas eu de surprise et de miracle ce matin. La direction nous a fait part de son projet de fermer définitivement la phase liquide à Florange. Pourtant, d'après le rapport Fort, le site est viable à Florange, de par la qualité du site et le savoir-faire. Oui, le rapport Fort dit que si, dans son entité entière, enfin si je suis de Florange, le site est viable. Alors il y a un petit peu un paradoxe parce que le groupe donne 60 jours à l'État pour retrouver un repreneur et en parallèle, ils annoncent un plan social qui commencerait dans une quinzaine de jours. C'est cela, oui. Donc, le groupe ArcelorMittal donne 60 jours au gouvernement à partir du 1er octobre, délai non renouvelable. Donc, c'est-à-dire, et justement, nous convie une réunion dès le 16 octobre pour trouver un accord sur déjà le plan social. Alors justement, comment les syndicats réagissent à ça ? Nous, on ne souhaite pas rentrer dans cette réunion, puisque c'est donner peu de code et des 2 mois de délai qu'on donne au gouvernement. Ça veut dire que le projet, pour eux, il est déjà presque enterré. Est-ce qu'il y a des inquiétudes pour les autres usines du groupe, notamment le site de Dunkerque ? Le site de Dunkerque, les inquiétudes qu'il peut savoir, c'est en termes d'investissement, puisque comme elles doivent fournir Florange en brame, puisqu'ils ferment leur phase liquide, effectivement, il faut qu'il y ait des investissements qui suivent à Dunkerque. Alors on en parlait tout à l'heure avec Fabrice Jeannequin dans le journal. Est-ce qu'on peut penser que certains salariés de Florange pourraient arriver ici à Dunkerque ? La direction nous a affirmé qu'il n'y aurait pas de licenciement, donc des reclassements par mutation. Il y a 629 salariés à reclasser. Donc avec le jeu des départs en retraite, il y a forcément des mutations qui pourraient arriver sur Dunkerque. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution de reprise pour cette usine ? Que l'État prenne ses responsabilités, et puis
peut-être prennent une part de minorité de blocage dans l'actionnariat de Florange. Alors on parle d'une entente entre les 9 États concernés par les fermetures pour essayer d'avoir une participation importante à hauteur de 35% pour avoir une majorité relative, c'est ça? Oui, c'est un peu dans les projets, dans nos propositions. L'alliance entre les syndicats européens, c'est quelque chose aussi qui est envisageable. Je sais que demain, il y a une réunion du comité européen. Oui, donc moi je suis pas dans les instances européennes, mais à mon avis, ce sera un sujet de conversation, de discussion. Mais en tant que salarié, vous avez des doutes quant à l'avenir ou pas? Le fait de proposer de couper l'usine en deux, l'usine de Florange, phase à froid, phase liquide, et puis phase à chaud et phase à froid, pour nous, c'est pas un projet viable. C'est où on prend l'usine dans son entité ou on ne la prend pas, quoi. Plus largement, le groupe ArcelorMittal, Mittal a peut-être d'autres envies, d'autres ambitions. C'est quoi? À l'avenir, c'est quoi? C'est le démantèlement complet de la structure? Mittal, lui, c'est faire tourner un maximum ces sites qu'il estime, lui, rentable, quoi, à sa hauteur de rentabilité qu'il estime bien pour lui, quoi. Parce que même un site rentable ou viable, s'il ne lui rapporte pas assez en termes économiques, pour lui, il n'est pas viable. Est-ce que vous avez des actions prévues dans les prochains jours? Bon, là, vous descendez du train, je le disais tout à l'heure. C'est un peu frais, oui. C'est un peu frais. Il y aura une communication de notre part demain. Et puis, on a une journée, justement, qui était déjà calée au niveau du 9 octobre, sur justement l'importance que doit prendre l'industrie dans notre économie. Ça veut dire que dès demain, à Mardic, à Dunkerque, vous allez vous remettre au travail et chercher des solutions? On va essayer, d'apporter le maximum de solutions possibles. Très bien. Le vendredi, pour le terminal méthanier, Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, pourrait venir. Est-ce qu'il y a des actions prévues? Non, je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas au courant. C'est un petit peu tôt? Oui. Très bien, je vous remercie beaucoup d'être venu ici sur le plateau. Je le rappelle, vous êtes délégué du personnel CGT du site de Mardic et vous descendez directement du train. Vous étiez à Paris aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Jérémy, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce qui se passe à ArcelorMittal. Merci Frédéric, et évidemment on retrouvera l'actualité de la Côte d'Opale demain à partir de 18h30 dans une nouvelle édition et peut-être que vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Nous, demain, je rappelle qu'on se retrouve à partir de 18h30 également pour votre émission Tous Opale. Nous poursuivrons la mise en valeur et la découverte ou la redécouverte du marais audomarois. Nous verrons notamment, entre autres, tout à l'heure on a pu constater comment on vit dans le marais, et bien nous verrons aussi l'histoire de ce marais entre les changements hier et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé fondamentalement? Et bien nous constaterons ça ensemble. Nous irons également faire un tour du côté de Grande-Synthe, dans l'agglomération dunkerquoise, avec le mondioring. Qu'est-ce que c'est? Un sport que l'on pratique ici sur le littoral. Eh bien, vous saurez tout puisqu'il y aura le championnat du monde de mondioring le week-end prochain. Voilà pour le programme, entre autres. Dans quelques instants, je rappelle évidemment que vous allez pouvoir retrouver votre magazine sportif pour la première fois puisque c'est la rentrée sur Opale TV avec Fabrice BDR qu'on a reçu tout à l'heure en plateau, le magazine sportif Esprit du sport à partir de 20h30 pendant une demi-heure. Merci de votre fidélité en tout cas et d'avoir été avec nous pour votre émission Tous Opale, www.opaletv.fr évidemment pour retrouver l'intégralité des programmes de la chaîne. Soyez au rendez-vous, excellente fin de soirée et à demain. Mais c'est bon, c'est 36-30 là.